Chapitre 30 du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 30. Le 5 septembre. Ce délai, accordé par le mandataire de la maison Thomson et French, au moment où Morrel s'y attendait le moins, parut au pauvre armateur un de ces retours de bonheur qui annoncent à l'homme que le sort s'est enfin lassé de s'acharner sur lui. Le même jour, il raconta ce qui lui était arrivé à sa fille, à sa femme et à Emmanuel, et un peu d'espérance, sinon de tranquillité, rentra dans la famille. Mais malheureusement, Morrel n'avait pas seulement affaire à la maison Thomson et French, qui s'était montrée envers lui de si bonne composition. Comme il avait dit, dans le commerce, on a des correspondants et pas d'amis. Lorsqu'il songeait profondément, il ne comprenait même pas cette conduite généreuse de messieurs Thomson et French envers lui. Il ne se l'expliquait que par cette réflexion intelligemment égoïste que cette maison aurait faite. Mieux vaut soutenir un homme qui nous doit près de 300 000 francs et avoir ces 300 000 francs au bout de 3 mois que de hâter sa ruine et avoir 6 ou 8% du capital. Malheureusement, soit haine, soit aveuglement, tous les correspondants de Morrel ne firent pas la même réflexion. Et quelques-uns, même, firent la réflexion contraire. Les traites, souscrites par Morrel, furent donc présentées à la caisse avec une scrupuleuse rigueur, et, grâce au délai accordé par l'anglais, furent payées par Coclès à bureau ouvert. Coclès continua donc de demeurer dans sa tranquillité fatidique. M. Morrel seul vit avec terreur que s'il avait eu à rembourser, le 15, les 50 000 francs de Boville, et le 30, les 32 500 francs de traite pour lesquels, ainsi que pour la créance de l'inspecteur des prisons, il avait un délai, il était de ce mois-là un homme perdu. L'opinion de tout le commerce de Marseille était que, sous les revers successifs qui l'accablaient, Morrel ne pouvait tenir. L'étonnement fut donc grand lorsqu'on vit sa fin de mois remplie avec son exactitude ordinaire. Cependant, la confiance ne rentra point pour cela dans les esprits, et l'on remit d'une voix unanime, à la fin de mois prochain, la déposition du bilan du malheureux armateur. Tout le mois se passa dans des efforts inouïs de la part de Morrel pour réunir toutes ses ressources. Autrefois son papier, à quelque date que ce fût, était pris avec confiance, et même demandé. Morrel essaya de négocier du papier à 90 jours, et trouva les banques fermées. Heureusement, Morrel avait lui-même quelques rentrées sur lesquelles il pouvait compter. Ces rentrées s'opérèrent. Morrel se trouva donc encore en mesure de faire face à ses engagements lorsqu'arriva la fin de juillet. Au reste, on n'avait pas revu à Marseille le mandataire de la maison Thomson et French. Le lendemain ou le surlendemain de sa visite à M. Morrel, il avait disparu. Or, comme il n'avait eu à Marseille de relations qu'avec le maire, l'inspecteur des prisons et M. Morrel, son passage n'avait laissé d'autres traces que le souvenir différent qu'avaient gardé de lui ces trois personnes. Quant aux matelots du Pharaon, il paraît qu'ils avaient trouvé quelque engagement, car ils avaient disparu aussi. Le capitaine Gaumard, remis de l'indisposition qui l'avait retenu à Palma, revint à son tour. Il hésitait à se présenter chez M. Morrel, mais celui-ci apprit son arrivée et l'alla trouver lui-même. Le digne armateur savait d'avance, par le récit de Penelon, la conduite courageuse qu'avait tenue le capitaine pendant tout ce sinistre, et ce fut lui qui essaya de le consoler. Il lui apportait le montant de sa solde que le capitaine Gaumard n'eût point osé aller toucher. Comme il descendait l'escalier, M. Morrel rencontra Penelon qui le montait. Penelon avait, à ce qu'il paraissait, fait bon emploi de son argent, car il était tout vêtu de neuf. En apercevant son armateur, le digne timonier parut fort embarrassé. Il se rangea dans l'angle le plus éloigné du palier, passa alternativement sa chique de gauche à droite et de droite à gauche, en roulant de gros yeux effarés, et ne répondit que par une pression timide à la poignée de main que lui offrit avec sa cordialité ordinaire M. Morrel. M. Morrel attribua l'embarras de Penelon à l'élégance de sa toilette. Il était évident que le brave homme n'avait pas donné à son compte dans un pareil luxe. Il était donc déjà engagé sans doute à bord de quelque autre bâtiment,
et sa honte lui venait de ce qu'il n'avait pas, si l'on peut s'exprimer ainsi, porté plus longtemps le deuil du pharaon. Peut-être même venait-il pour faire part au capitaine Gaumard de sa bonne fortune et pour lui faire part des affres de son nouveau maître. Braves gens, dit Morrel en s'éloignant, puisse votre nouveau maître vous aimer comme je vous aimais, et être plus heureux que je ne le suis. Août s'écoula dans des tentatives sans cesse renouvelées par Morrel de relever son ancien crédit ou de s'en ouvrir un nouveau. Le 20 août, on sut à Marseille qu'il avait pris une place à la Malle-Poste, et l'on se dit alors que c'était pour la fin du mois courant que le bilan devait être déposé, et que Morrel était parti d'avance pour ne pas assister à cet acte cruel, délégué sans doute à son premier commis Emmanuel et à son caissier Coclès. Mais, contre toutes les prévisions, lorsque le 31 août arriva, la caisse s'ouvrit comme d'habitude. Coclès apparut derrière le grillage, calme comme le juste de race, examina avec la même attention le papier qu'on lui présentait, et, depuis la première jusqu'à la dernière, paya les traites avec la même exactitude. Il vint même 2 remboursements qu'avait prévus M. Morrel, et que Coclès paya avec la même ponctualité que les traites qui étaient personnelles à l'armateur. On n'y comprenait plus rien, et l'on remettait, avec la ténacité particulière aux prophètes de mauvaises nouvelles, la faillite à la fin de septembre. Le premier, Morrel arriva. Il était attendu par toute sa famille avec une grande anxiété. De ce voyage à Paris devait surgir sa dernière voie de salut. Morrel avait pensé à Danglars, aujourd'hui millionnaire et autrefois son obligé, puisque c'était à la recommandation de Morrel que Danglars était entré au service du banquier espagnol chez lequel il avait commencé son immense fortune. Aujourd'hui Danglars, disait-on, avait 6 ou 8 millions à lui, un crédit illimité. Danglars, sans tirer un écu de sa poche, pouvait sauver Morrel. Il n'avait qu'à garantir un emprunt, et Morrel était sauvé. Morrel avait depuis longtemps pensé à Danglars, mais il y a de ces répulsions instinctives dont on n'est pas maître, et Morrel avait tardé, autant qu'il lui avait été possible, de recourir à ce suprême moyen. Il avait eu raison, car il était revenu brisé sous l'humiliation de refus. Aussi, à son retour, Morrel n'avait-il exhalé aucune plainte, proféré aucune récrimination. Il avait embrassé en pleurant sa femme et sa fille, avait tendu une main amicale à Emmanuel, s'était enfermé dans son cabinet du second, et avait demandé Coclès. Pour cette fois, avaient dit les 2 femmes à Emmanuel, nous sommes perdus. Puis, dans un court conciliabule tenu entre elles, il avait été convenu que Julie écrirait à son frère, en garnison à Nîmes, d'arriver à l'instant même. Les pauvres femmes sentaient instinctivement qu'elles avaient besoin de toute leur force pour soutenir le coup qui les menaçait. D'ailleurs, Maximilien Morrel, quoique âgé de 22 ans à peine, avait déjà une grande influence sur son père. C'était un jeune homme ferme et droit. Au moment où il s'était agi d'embrasser une carrière, son père n'avait point voulu lui imposer d'avance un avenir, et avait consulté les goûts du jeune Maximilien. Celui-ci avait alors déclaré qu'il voulait suivre la carrière militaire. Il avait fait en conséquence d'excellentes études, était entré par le concours à l'école polytechnique, et en était sorti sous-lieutenant au 53e de ligne. Depuis 1 an, il occupait ce grade, et avait promesse d'être nommé lieutenant à la première occasion. Dans le régiment, Maximilien Morrel était cité comme le rigide observateur, non seulement de toutes les obligations imposées aux soldats, mais encore de tous les devoirs proposés à l'homme, et on ne l'appelait que le stoïcien. Il va sans dire que beaucoup de ceux qui lui donnaient cette épithète la répétaient pour l'avoir entendue, et ne savaient pas même ce qu'elle voulait dire. C'était ce jeune homme que sa mère et sa sœur appelaient à leur aide pour les soutenir dans la circonstance grave où elles sentaient qu'elles allaient se trouver. Elle ne s'était pas trompée sur la gravité de cette circonstance, car, un instant après que M. Morrel fut entré dans son cabinet avec Coclès, Julie en vit sortir ce dernier, pâle, tremblant, et le visage tout bouleversé. Elle voulut l'interroger comme il passait près d'elle, mais le brave homme, continuant de descendre l'escalier avec une précipitation qui ne lui était pas habituelle, se contenta de s'écrier en levant les bras au ciel, « Oh, mademoiselle, mademoiselle, quel affreux malheur, et qui jamais aurait cru cela ?» Un instant après, Julie le vit remonter, portant 2 ou 3 gros registres, un portefeuille et un sac d'argent. Morrel consulta les registres, ouvrit le portefeuille, compta l'argent. Toutes ses ressources
montait à 6 ou 8 000 francs, ses rentrées jusqu'aux 5 à 4 ou 5 000, ce qui faisait, en cotant au plus haut, un actif de 14 000 francs pour faire face à une traite de 287 500 francs. Il n'y avait pas même moyen d'offrir un pareil acompte. Cependant, lorsque Morrel descendit pour dîner, il paraissait assez calme. Ce calme effraya plus les deux femmes que n'aurait pu le faire le plus profond abattement. Après le dîner, Morrel avait l'habitude de sortir. Il allait prendre son café au cercle des Phocéens et lire le sémaphore. Ce jour-là, il ne sortit point et remonta dans son bureau. Quant à Coclès, il paraissait complètement hébété. Pendant une partie de la journée, il s'était tenu dans la cour, assis sur une pierre, la tête nue, par un soleil de 30 degrés. Emmanuel essayait de rassurer les femmes, mais il était mal éloquent. Le jeune homme était trop au courant des affaires de la maison pour ne pas sentir qu'une grande catastrophe pesait sur la famille Morrel. La nuit vint. Les deux femmes avaient veillé, espérant qu'en descendant de son cabinet, Morrel entrerait chez elles. Mais elles l'entendirent passer devant leur porte, allégeant son pas dans la crainte sans doute d'être appelé. Elles prêtèrent l'oreille. Il rentra dans sa chambre et ferma sa porte en dedans. Mme Morrel envoya coucher sa fille. Puis, une demi-heure après que Julie se fut retirée, elle se leva, ôta ses souliers et se glissa dans le corridor pour voir par la serrure ce que faisait son mari. Dans le corridor, elle aperçut une ombre qui se retirait. C'était Julie qui, inquiète elle-même, avait précédé sa mère. La jeune fille alla à Mme Morrel. « Il écrit, dit-elle. » Les deux femmes s'étaient devinées sans se parler. Mme Morrel s'inclina au niveau de la serrure. En effet, Morrel écrivait, mais ce que n'avait pas remarqué sa fille, Mme Morrel le remarqua elle, c'est que son mari écrivait sur du papier marqué. Cette idée terrible lui vint qu'il faisait son testament. Elle frissonna de tous ses membres, et cependant elle eut la force de ne rien dire. Le lendemain, M. Morrel paraissait tout à fait calme. Il se tint dans son bureau comme à l'ordinaire, descendit pour déjeuner comme d'habitude. Seulement, après son dîner, il fit asseoir sa fille près de lui, prit la tête de l'enfant dans ses bras et la tint longtemps contre sa poitrine. Le soir, Julie dit à sa mère que, quoique calme en apparence, elle avait remarqué que le cœur de son père battait violemment. Les 2 autres jours s'écoulèrent à peu près pareils. Le 4 septembre au soir, M. Morrel redemanda à sa fille la clef de son cabinet. Julie tressaillit à cette demande, qui lui sembla sinistre. Pourquoi son père lui redemandait-il cette clef qu'elle avait toujours eue et qu'on ne lui reprenait dans son enfance que pour la punir? La jeune fille regarda M. Morrel. « Qu'ai-je donc fait de mal, mon père, dit-elle, pour que vous me repreniez cette clef? »« Rien, mon enfant, répondit le malheureux Morrel, à qui cette demande si simple fit jaillir les larmes des yeux. Rien, seulement j'en ai besoin. Julie fit semblant de chercher la clef. Je l'aurais laissée chez moi, dit-elle, et elle sortit. Mais, au lieu d'aller chez elle, elle descendit et courut consulter Emmanuel. Ne rendez pas cette clef à votre père, dit celui-ci, et demain matin, s'il est possible, ne le quittez pas. Elle essaya de questionner Emmanuel, mais celui-ci ne savait rien autre chose, ou ne voulait pas dire autre chose. Pendant toute la nuit du 4 au 5 septembre, Mme Morrel resta l'oreille collée contre la boiserie. Jusqu'à 3 heures du matin, elle entendit son mari marcher avec agitation dans sa chambre. À 3 heures seulement, il se jeta sur son lit. Les deux femmes passèrent la nuit ensemble. Depuis la veille au soir, elles attendaient Maximilien. À 8 heures, M. Morrel entra dans leur chambre. Il était calme, mais l'agitation de la nuit se lisait sur son visage pâle et défait. Les femmes n'osèrent lui demander s'il avait bien dormi. Morrel fut meilleur pour sa femme, et plus paternel pour sa fille qu'il n'avait jamais été. Il ne pouvait se rassasier de regarder et d'embrasser la pauvre enfant. Julie se rappela la recommandation d'Emmanuel et voulut suivre son père lorsqu'il sortit, mais celui-ci, la repoussant avec douceur, « Reste près de ta mère, lui dit-il. Julie voulut insister. « Je le veux, dit Morrel. C'était la première fois que Morrel disait à sa fille « Je le veux », mais il le disait avec un accent empreint d'une si paternelle douceur
que Julie n'osa faire un pas en avant. Elle resta à la même place, debout, muette et immobile. Un instant après, la porte se rouvrit, elle sentit deux bras qui l'entouraient et une bouche qui se collait à son front. Elle leva les yeux et poussa une exclamation de joie. Maximilien, mon frère, s'écria-t-elle. À ce cri, Mme Morrel accourut et se jeta dans les bras de son fils. Ma mère, dit le jeune homme, en regardant alternativement Mme Morrel et sa fille. Qu'y a-t-il donc et que se passe-t-il? Votre lettre m'a épouvanté et j'accours. Julie, dit Mme Morrel en faisant signe au jeune homme, va dire à ton père que Maximilien vient d'arriver. La jeune fille s'élança hors de l'appartement, mais, sur la première marche de l'escalier, elle trouva un homme tenant une lettre à la main. N'êtes-vous pas mademoiselle Julie Morrel? Dit cet homme avec un accent italien des plus prononcés. Oui, monsieur, répondit Julie, toute balbutiante. Mais que me voulez-vous? Je ne vous connais pas. Lisez cette lettre, dit l'homme en lui tenant un billet. Julie hésitait. Il y va du salut de votre père, dit le messager. La jeune fille lui arracha le billet des mains, puis elle l'ouvrit vivement et lut. Rendez-vous à l'instant même aux allées de Mélan, entrez dans la maison numéro 15, demandez à la concierge la clé de la chambre du 5e, entrez dans cette chambre, prenez sur le coin de la cheminée une bourse en filet de soie rouge et apportez cette bourse à votre père. Il est important qu'il l'ait avant 11 heures. Vous avez promis de m'obéir aveuglément, je vous rappelle votre promesse. Simbad le marin. La jeune fille poussa un cri de joie, leva les yeux, chercha pour l'interroger l'homme qui lui avait remis ce billet, mais il avait disparu. Elle reporta alors les yeux sur le billet pour le lire une seconde fois et s'aperçut qu'il avait un post-scriptum. Elle lut. Il est important que vous remplissiez cette mission en personne et seule. Si vous veniez accompagné ou qu'une autre personne que vous se présentât, le concierge répondrait qu'il ne sait ce que l'on veut dire. Ce post-scriptum fut une puissante correction à la joie de la jeune fille. N'avait-elle rien à craindre? N'était-ce pas quelque piège qu'on lui tendait? Son innocence lui laissait ignorer quels étaient les dangers que pouvait courir une jeune fille de son âge, mais on n'a pas besoin de connaître le danger pour craindre. Il y a même une chose à remarquer, c'est que ce sont justement les dangers inconnus qui inspirent les plus grandes terreurs. Julie hésitait. Elle résolut de demander conseil. Mais par un sentiment étrange, ce ne fut ni à sa mère ni à son frère qu'elle eut recours, ce fut à Emmanuel. Elle descendit, lui raconta ce qui lui était arrivé le jour où le mandataire de la maison Thomson et French était venu chez son père. Elle lui dit la scène de l'escalier, lui répéta la promesse qu'elle avait faite et lui montra la lettre. « Il faut y aller, mademoiselle, dit Emmanuel. « Y aller? » murmura Julie. « Oui, je vous y accompagnerai. Mais vous n'avez pas vu que je dois être seule? » dit Julie. « Vous serez seule aussi, » répondit le jeune homme. « Moi, je vous attendrai au coin de la rue du musée. Et si vous tardez, de façon à me donner quelque inquiétude, alors j'irai vous rejoindre, et je vous en réponds, malheur à ceux dont vous me direz que vous aurez eu à vous plaindre. » Ainsi, Emmanuel, reprit en hésitant la jeune fille, votre avis est donc que je me rende à cette invitation? Oui, le messager ne vous a-t-il pas dit qu'il y allait du salut de votre père? Mais enfin, Emmanuel, quel danger court-il donc? Demanda la jeune fille. Emmanuel hésita un instant, mais le désir de décider la jeune fille, d'un seul coup et sans retard, l'emporta. Écoutez, lui dit-il, c'est aujourd'hui le 5 septembre, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, à 11 heures, votre père a près de 300 000 francs à payer. Oui, nous le savons. Eh bien, dit Emmanuel, il n'en a pas 15 000 en caisse. Alors que va-t-il donc arriver? Il va arriver que si aujourd'hui, avant 11 heures, votre père n'a pas trouvé quelqu'un qui lui vienne en aide, à midi, votre père sera obligé de se déclarer en banqueroute. Oh, venez, venez, s'écria la jeune fille en entraînant le jeune homme avec elle. Pendant ce temps, Mme Morrel avait tout dit à son fils. Le jeune homme savait bien qu'à la suite des malheurs successifs qui étaient arrivés à son père, de grandes réformes avaient été faites dans les dépenses de la maison. Mais il ignorait que les choses en fussent arrivées à ce point. Et il demeura anéanti. Puis tout à coup, il s'élança hors de l'appartement, monta rapidement l'escalier, car il croyait son père à son cabinet. Mais il frappa vainement. Comme il était à la porte de ce cabinet,
Il entendit celle de l'appartement s'ouvrir. Il se retourna et vit son père. Au lieu de remonter droit à son cabinet, M. Morrel était rentré dans sa chambre et en sortait seulement maintenant. M. Morrel poussa un cri de surprise en apercevant Maximilien. Il ignorait l'arrivée du jeune homme. Il demeura immobile à la même place, serrant avec son bras gauche un objet qu'il tenait caché sous sa redingote. Maximilien descendit vivement l'escalier et se jeta au cou de son père. Mais tout à coup, il se recula, laissant sa main droite seulement appuyée sur la poitrine de son père. « Mon père, dit-il en devenant pâle comme la mort, pourquoi avez-vous donc une paire de pistolets sous votre redingote ?»« Oh, voilà ce que je craignais, dit M. Morrel. »« mon père, au nom du ciel !» s'écria le jeune homme, « pourquoi ces armes ?» « Maximilien, répondit Morrel en regardant fixement son fils, tu es un homme, et un homme d'honneur. Viens, je vais te le dire. Et Morrel monta, d'un pas assuré, à son cabinet, tandis que Maximilien le suivait en chancelant. Morrel ouvrit la porte et la referma derrière son fils. Puis, il traversa l'antichambre, s'approcha du bureau, déposa ses pistolets sur le coin de la table et montra du bout du doigt à son fils un registre ouvert. Sur ce registre était consigné l'état exact de la situation. Morrel avait à payer dans une demi-heure 287 500 francs. Il possédait en tout 15 257 francs. « Lis, dit Morrel. Le jeune homme lut et resta un moment comme écrasé. Morrel ne disait pas une parole. Qu'aurait-il pu dire qui ajouta à l'inexorable arrêt des chiffres? « Et vous avez tout fait, mon père, dit au bout d'un instant le jeune homme, pour aller au-devant de ce malheur? Oui, répondit Morrel. Vous ne comptez sur aucune rentrée? Sur aucune. Vous avez épuisé toutes vos ressources? Toutes. Et dans une demi-heure, dit Maximilien d'une voix sombre, votre nom est déshonoré. Le sang lave le déshonneur, dit Morrel. Vous avez raison, mon père, et je vous comprends. Puis, étendant la main vers les pistolets, il y en a un pour vous et un pour moi, dit-il. Merci. Morrel lui arrêta la main. Et ta mère, et ta sœur, qui les nourrira? Un frisson courut par tout le corps du jeune homme. Mon père, dit-il, songez-vous que vous me dites de vivre? Oui, je te le dis, reprit Morrel, car c'est ton devoir. Tu as l'esprit calme, fort, Maximilien. Maximilien, tu n'es pas un homme ordinaire. Je ne te commande rien, je ne t'ordonne rien, seulement je te dis, examine ta situation comme si tu étais étranger, et juge-la toi-même. Le jeune homme réfléchit un instant, puis une expression de résignation sublime passa devant ses yeux. Seulement il ôta, d'un mouvement lent et triste, son épaulette et sa contre-épaulette, un signe de son grade. C'est bien, dit-il en tendant la main à Morrel. Mourez en paix, mon père, je vivrai. Morrel fit un mouvement pour se jeter aux genoux de son fils. Maximilien l'attira à lui, et ces deux nobles cœurs battirent un instant l'un contre l'autre. « Tu sais qu'il n'y a pas de ma faute, » dit Morrel. Maximilien sourit. « Je sais, mon père, que vous êtes le plus honnête homme que j'ai jamais connu. C'est bien, tout est dit. Maintenant retourne près de ta mère et de ta sœur. »« Mon père, » dit le jeune homme en fléchissant le genou, « bénissez-moi. » Morrel saisit la tête de son fils entre ses deux mains, l'approcha de lui, et, y imprimant plusieurs fois ses lèvres, « Oh oui, oui, dit-il, je te bénis en mon nom et au nom de 3 générations d'hommes irréprochables. Écoute donc ce qu'ils disent par ma voix. L'édifice que le malheur a détruit, la Providence peut le rebâtir. En me voyant mort d'une pareille mort, les plus inexorables auront pitié de toi. À toi peut-être on donnera le temps qu'on m'aurait refusé. Alors tâche que le mot infâme ne soit pas prononcé. Mets-toi à l'œuvre, travaille, jeune homme, lutte ardemment et courageusement. Vis, toi, ta mère et ta sœur, du strict nécessaire, afin que, jour par jour, le bien de ceux à qui je dois s'augmente et fructifie entre tes mains. Songe que ce sera un beau jour, un grand jour, un jour solennel, que celui de la réhabilitation. Le jour où, dans ce même bureau, tu diras, mon père est mort parce qu'il ne pouvait pas faire ce que je fais aujourd'hui. Mais il est mort, tranquille et calme, parce qu'il savait en mourant que je le ferais.
Oh, mon père! S'écria le jeune homme, si cependant vous pouviez vivre. Si je vis, tout change. Si je vis, l'intérêt se change en doute, la pitié en acharnement. Si je vis, je ne suis plus qu'un homme qui a manqué à sa parole, qui a failli à ses engagements. Je ne suis plus qu'un banqueroutier, enfin. Si je meurs, au contraire, songe-y, Maximilien, mon cadavre n'est plus que celui d'un honnête homme malheureux. Vivant, mes meilleurs amis évitent ma maison. Mort, Marseille tout entier me suit en pleurant jusqu'à ma dernière demeure. Vivant, tu as honte de mon nom. Mort, tu lèves la tête et tu dis, je suis le fils de celui qui s'est tué, parce que pour la première fois il a été forcé de manquer à sa parole. Le jeune homme poussa un gémissement, mais il parut résigné. C'était la seconde fois que la conviction rentrait, non pas dans son cœur, mais dans son esprit. Maintenant, dit Morrel, laisse-moi seul et tâche d'éloigner les femmes. Ne voulez-vous pas revoir ma sœur demanda Maximilien. Un dernier et sourd espoir était caché pour le jeune homme dans cette entrevue. Voilà pourquoi il la proposait. M. Morrel secoua la tête. Je l'ai vue ce matin, dit-il, et je lui ai dit adieu. N'avez-vous pas quelque recommandation particulière à me faire, mon père demanda Maximilien d'une voix altérée. Si fait, mon fils, une recommandation sacrée. Dites, mon père. La maison Thomson et French est la seule qui, par humanité, par égoïsme peut-être, mais ce n'est pas à moi de lire dans le cœur des hommes, a eu pitié de moi. Son mandataire, celui qui, dans 10 minutes, se présentera pour toucher le montant d'une traite de 287 500 francs, je ne dirai pas m'a accordé, mais m'a offert 3 mois. Que cette maison soit remboursée la première, mon fils. Que cet homme te soit sacré. Oui, mon père, dit Maximilien. Et maintenant, encore une fois, adieu, dit Morrel. Va, j'ai besoin d'être seul. Tu trouveras mon testament dans le secrétaire de ma chambre à coucher. Le jeune homme resta debout, inerte, n'ayant qu'une force de volonté, mais pas d'exécution. Écoute, Maximilien, dit son père, suppose que je sois soldat comme toi, que j'ai reçu l'ordre d'emporter une redoute, et que tu saches que je doive être tué en l'emportant, ne me dirais-tu pas ce que tu me disais tout à l'heure? Allez, mon père, car vous vous déshonorez en restant, et mieux vaut la mort que la honte. Oui, dit le jeune homme, oui. Et, serrant convulsivement Morrel dans ses bras, allez, mon père, dit-il. Et il s'élança hors du cabinet. Quand son fils fut sorti, Morrel resta un instant, debout et les yeux fixés sur la porte. Puis, il allongea la main, trouva le cordon d'une sonnette et sonna. Au bout d'un instant, Coclès parut. Ce n'était plus le même homme. Ces 3 jours de conviction l'avaient brisé. Cette pensée, la maison Morrel va cesser ses paiements, le courbait vers la terre plus que ne l'eussent fait 20 autres années sur sa tête. Mon bon Coclès, dit Morrel avec un accent dont il serait impossible de rendre l'expression, tu vas rester dans l'antichambre. Quand ce monsieur qui est déjà venu il y a 3 mois, tu le sais, le mandataire de la maison Thomson et French, va venir, tu l'annonceras. Coclès ne répondit point. Il fit un signe de tête, alla s'asseoir dans l'antichambre et attendit. Morrel retomba sur sa chaise. Ses yeux se portèrent vers la pendule. Il lui restait 7 minutes. Voilà tout. L'aiguille marchait avec une rapidité incroyable. Il lui semblait qu'il la voyait aller. Ce qui se passa alors, et dans ce moment suprême, dans l'esprit de cet homme qui, jeune encore, à la suite d'un raisonnement faux peut-être, mais spécieux du moins, allait se séparer de tout ce qu'il aimait au monde et quitter la vie, qui avait pour lui toutes les douceurs de la famille, est impossible à exprimer. Il lui fallut voir pour en prendre une idée, son front couvert de sueur, et cependant résigné, ses yeux mouillés de larmes, et cependant levés au ciel. L'aiguille marchait toujours, les pistolets étaient tout chargés. Il allongea la main, en prit un, et murmura le nom de sa fille. Puis, il posa l'arme mortelle, prit la plume et écrivit quelques mots. Il lui semblait alors qu'il n'avait pas assez dit adieu à son enfant chéri. Puis, il se retourna vers la pendule. Il ne comptait plus par minute, mais par seconde. Il reprit l'arme, la bouche entr'ouverte et les yeux fixés sur l'aiguille, puis,
Il tressaillit au bruit qu'il faisait lui-même en armant le chien. En ce moment, une sueur plus froide lui passa sur le front, une angoisse plus mortelle lui serra le cœur. Il entendit la porte de l'escalier crier sur ses gonds, puis s'ouvrir celle de son cabinet. La pendule allait sonner 11 heures. Morrel ne se retourna point. Il attendait ces mots de Coclès, le mandataire de la maison Thomson et French, et il approchait l'arme de sa bouche. Tout d'un coup, il entendit un cri. C'était la voix de sa fille. Il se retourna et aperçut Julie. Le pistolet lui échappa des mains. Mon père, s'écria la jeune fille hors d'haleine et presque mourante de joie. Sauvé, vous êtes sauvé. Et elle se jeta dans ses bras en élevant à la main une bourse en filet de soie rouge. Sauvé, mon enfant, dit Morrel. Que veux-tu dire? Oui, sauvé. Voyez, voyez, dit la jeune fille. Morrel prit la bourse et tressaillit, car un vague souvenir lui rappela cet objet pour lui avoir appartenu. D'un côté était la traite de 287 500 francs. La traite était acquittée. De l'autre était un diamant de la grosseur d'une noisette, avec ces 3 mots, écrits sur un petit morceau de parchemin. Dot de Julie. Morrel passa sa main sur son front. Il croyait rêver. En ce moment, la pendule sonna 11 heures. Le timbre vibra pour lui comme si chaque coup de marteau d'acier vibrait sur son propre cœur. Voyons, mon enfant, dit-il, explique-toi, où as-tu trouvé cette bourse? Dans une maison des allées de Mélan, au numéro 15, sur le coin de la cheminée d'une pauvre petite chambre au 5e étage. Mais, s'écria Morrel, cette bourse n'est pas à toi? Julie tendit à son père la lettre qu'elle avait reçue le matin. Et tu as été seul dans cette maison? Dit Morrel après avoir lu. Emmanuel m'accompagnait, mon père. Il devait m'attendre au coin de la rue du Musée, mais chose étrange, à mon retour, il n'y était plus. Monsieur Morrel, s'écria une voix dans l'escalier. Monsieur Morrel. C'est sa voix, dit Julie. En même temps, Emmanuel entra, le visage bouleversé de joie et d'émotion. Le pharaon, s'écria-t-il, le pharaon. Eh bien quoi, le pharaon? Êtes-vous fou, Emmanuel? Vous savez bien qu'il est perdu. Le pharaon, monsieur, on signale le pharaon. Le pharaon entre dans le port. Morrel retomba sur sa chaise. Les forces lui manquaient. Son intelligence se refusait à classer cette suite d'événements incroyables, inouïs, fabuleux. Mais son fils entra à son tour. Mon père, s'écria Maximilien, que disiez-vous donc que le pharaon était perdu? La vigie l'a signalé, et il entre dans le port. Mes amis, dit Morrel, si cela était, il faudrait croire à un miracle de Dieu. Impossible, impossible. Mais ce qui était réel et non moins incroyable, c'était cette bourse qu'il tenait dans ses mains. C'était cette lettre de change acquittée, c'était ce magnifique diamant. Ah, monsieur, dit Coclès à son tour, qu'est-ce que cela veut dire, le pharaon? Allons, mes enfants, dit Morrel en se soulevant, allons voir, et que Dieu ait pitié de nous si c'est une fausse nouvelle. Ils descendirent. Au milieu de l'escalier attendait Madame Morrel. La pauvre femme n'avait pas osé se montrer. En un instant, ils furent à la canebière. Il y avait foule sur le port. Toute cette foule s'ouvrit devant Morrel. Le pharaon, disaient toutes ces voix. En effet, chose merveilleuse, inouïe, en face de la tour Saint-Jean, un bâtiment, portant sur sa poupe ces mots écrits en lettres blanches, le pharaon, Morrel et fils de Marseille, absolument de la contenance de l'autre pharaon, et chargé comme l'autre de cochenilles et d'indigo, jetait l'ancre et carguait ses voiles. Sur le pont, le capitaine Gaumard donnait ses ordres, et maître Penelon faisait des signes à M. Morrel. Il n'y avait plus à en douter. Le témoignage des siens était là, et 10 000 personnes venaient en aide à ce témoignage. Comme Morrel et son fils s'embrassaient sur la jetée, aux applaudissements de toute la ville témoin de ce prodige, un homme, dont le visage était à moitié couvert par une barbe noire, et qui, caché derrière la guérite d'un factionnaire, contemplait cette scène avec attendrissement, murmura ces mots. Sois heureux, noble cœur, sois béni pour tout le bien que tu as fait et que tu feras encore, et que ma reconnaissance reste dans l'ombre comme ton bienfait. Et, avec un sourire où la joie et le bonheur se révélaient, il quitta l'abri où il était caché, et sans que personne fît attention à lui, tant chacun était préoccupé de l'événement du jour, il descendit un de ces petits escaliers qui servent de débarcadère et héla 3 fois. Jacopo, Jacopo,
Jacopo. Alors une chaloupe vint à lui, le reçut à bord, et le conduisit à un yacht richement gréé, sur le pont duquel il s'élança avec la légèreté d'un marin. De là, il regarda encore une fois Morrel, qui, pleurant de joie, distribua de cordiales poignées de main à toute cette foule, et remerciait d'un vague regard ce bienfaiteur inconnu qu'il semblait chercher au ciel. Et maintenant, dit l'homme inconnu, adieu bonté, humanité, reconnaissance. Adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la Providence pour récompenser les bons. Que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. À ces mots, il fit un signal et, comme s'il n'eût attendu que ce signal pour partir, le yacht prit aussitôt la mer. Fin du chapitre 30.